Voilà, donc nous allons reprendre ce colloque sur les données dans l'intelligence artificielle du champ de bataille. Donc je salue les auditeurs qui sont en ligne et qui nous écoutent. Nous allons reprendre donc cet après-midi avec deux sessions orientées plus sur les usages tels que les industriels les voient, les usages de l'intelligence artificielle. Nous allons avoir donc deux sessions et puis ensuite une session plus d'approche un peu générale, sciences humaines et sociales, avec M. Julien Nossetti, avant de conclure ce colloque avec donc voilà, des autorités. Première session, donc nous aurons 4 intervenants. Je vais les présenter les uns après les autres au fur et à mesure de leur passage. On va commencer par la société Thales. Donc, voilà, nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Christophe Meyer, qui est docteur en sciences cognitives. Et Monsieur Meyer, vous êtes expert senior en intelligence artificielle et vous êtes aussi directeur de 2 laboratoires, si je ne me trompe pas, en intelligence artificielle et en data science au sein de Thales 6. Vous en direz peut-être un petit mot. Et je vais vous laisser la parole. Vous allez nous présenter les données et l'intelligence artificielle au sein des systèmes critiques, évidemment militaires. Voilà, je vous remercie. C'est à vous. Allons-y. Première partie, toute simple, c'est évidemment, si on est là et qu'on parle d'IA dans un contexte qui nous réunit, c'est qu'on est, j'imagine, tous d'accord pour dire que l'IA va être un facilitateur pour les aspects militaires. Donc en l'occurrence, cette question qui se posait encore il y a quelques années et qui se pose probablement encore dans le monde civil, pour nous, elle est tranchée. Oui, l'IA va être au service des systèmes que l'on opère et la conviction de Thales, c'est qu'elle va permettre de prendre des décisions plus rapides et meilleures. Alors, pour autant, évidemment, elle continue de soulever un certain nombre de questions de législation, de réglementation et d'éthique, dont certains ont déjà été abordés ce matin. Mais ce ne sera pas l'objet de ma présentation. Il y a eu aussi ce matin quelques définitions de ce qu'est l'intelligence artificielle. On n'aura évidemment pas le temps de rentrer dans les détails. On fait quand même la distinction entre l'IA des modèles et des connaissances, qui est, de mon point de vue, plus mature, plus ancienne, et qui a montré de réels succès depuis pas mal de temps, et qui continue à évoluer avec le même acharnement qu'avant. Mais depuis quelque temps, l'IA des données prend un ascendant particulier, et dans la mesure où le colloque est dédié aux données, je focaliserai plutôt mon intervention sur ce monde-là. Sachant évidemment que quand on regarde les difficultés dont certaines ont été évoquées ce matin, on se rend compte que l'IA des modèles et l'IA des données ont probablement, à certains égards, des raisons objectives d'être utilisées conjointement. Et c'est ce qui amène Thales à beaucoup focaliser ses efforts sur ce qu'on pourrait appeler l'IA hybride, c'est-à-dire l'exploitation la plus intelligente possible de la bonne technologie adaptée aux bons problèmes. Et en l'occurrence, pour résoudre des questions de certification, de confiance qu'on peut avoir dans l'IA, pouvoir s'appuyer sur une IA sur la base des modèles en appui d'une IA des données peut permettre de donner un certain niveau d'explicabilité sur ce qui est fait. En matière d'intelligence artificielle, c'est devenu incontournable dans la vie quotidienne de tout le monde, des entreprises notamment. Et on se rend compte qu'il devient essentiel aux décideurs de mener à bien leur mission de sécurité, de cybersécurité et de défense, et qu'à cet égard, l'IA, pour nous, va les aider à mieux percevoir la situation actuelle. Donc ça a été évoqué aussi encore ce matin sur l'établissement de la situation tactique et ultérieurement sur son analyse. Et nous pensons que l'IA les aidera donc à prendre des décisions qui seront plus rapides, plus efficaces et dans un certain nombre de cas à anticiper des événements futurs éventuellement critiques. En revanche, contrairement à celles de la vie quotidienne, ces décisions peuvent avoir des conséquences très importantes. Ce matin, M. Krajewski a pris l'exemple de Netflix qui pourrait recommander un film qui finalement ne vous plaît pas.
Moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est si Amazon vous conseille un livre qui n'est pas celui qui vous plaît le plus, eh bien, ça n'est pas évidemment dramatique. En revanche, quand il s'agit des systèmes militaires, là, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des approximations et on ne peut pas se permettre de prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences très importantes. En ce qui concerne le fait d'avoir une meilleure perception de l'environnement, on se rend compte aujourd'hui, avec la profusion de données, ça a été longuement évoqué ce matin, qu'il est difficile de prendre une décision si ces données-là ne sont pas à minimum pré-traitées. Autant, il y a quelques années, on pouvait reposer sur l'analyse faite par des opérationnels en temps réel sur le terrain. Aujourd'hui, de notre point de vue, il y a beaucoup trop de données qui sont générées pour qu'on puisse encore reposer sur des rapports réalisés par des opérateurs humains. Et de ce point de vue-là, il y a ce qui limite cette capacité-là, c'est la masse, évidemment, la diversité et la nature, temps réel, des données qu'il faut gérer pour être en capacité de traiter correctement ces informations-là. Et puis les ressources humaines elles-mêmes viennent à manquer. Sur le petit schéma en bas à gauche, là, c'est l'explication de comment on transforme les données brutes capturées par l'intégralité des capteurs pour les transformer dans un premier temps en une information, puis un savoir, voire idéalement en quelque chose qui soit activable. Et c'est bien ça, une des problématiques que l'on essaye de traiter dans le monde industriel au service de la défense. Si on reprend rapidement, mais du coup, ça a déjà été abordé ce matin, la problématique des 4V sur les données, vous avez ici quelques exemples de ce qui différencie ou ce qui fait le lien entre le monde des GAFAM et le monde de Thales. Alors je dis Thales, mais Airbus pourrait dire exactement les mêmes choses, ou Safran, ou Nexter et autres. On se rend compte sur ce schéma-là que la quantité de données, les volumes de données qui sont générés et qu'il faut traiter sont comparables. Après, les moyens, eux, sont probablement pas les mêmes. Même remarque sur la variété, la vélocité et la véracité des données. Ça a encore été abordé ce matin, donc je ne vais pas m'étendre. Mais il y a quand même quelque chose qui est particulier, c'est que les données qu'on manipule dans le monde militaire, elles doivent être sécurisées, bien évidemment. Et quand elles sont générées, elles doivent être cyber-sécurisées. En ce qui concerne les meilleures décisions qui peuvent être rendues par les systèmes d'IA, on se rend compte que les décisions sont de plus en plus difficiles à prendre dans des environnements qui sont complexes, tels que ceux qu'on a évoqués, la sécurité, la cybersécurité et la défense, et que ces décisions peuvent impliquer différents décideurs et qui prennent des décisions indépendamment les uns des autres. On peut évidemment imaginer que dans le monde militaire, à un moment ou à un autre, il y a un seul chef qui prend une décision, mais dans les problématiques multimilieux, chacun des milieux doit prendre ses propres décisions et la question de savoir quelle est la meilleure décision au global n'est pas forcément évidente à prendre. Surtout qu'en général, elle va être sous-optimale pour un des acteurs et que c'est la globalité qu'il faut traiter dans ce cadre-là. À ce titre-là, certaines avancées en intelligence artificielle permettent d'imaginer des systèmes dans lesquels on pourra aller très très loin dans l'aide à la décision. Sinon, la décision, ça a été évoqué ce matin, il est souhaitable d'avoir un homme dans la boucle dans les décisions majeures. Pour autant, si on regarde les formidables avancées qui ont été faites typiquement par Google sur le jeu de Go, on se rend compte aujourd'hui que même dans les systèmes de décision, on parlait des jeux vidéo aussi ce matin, on arrive quand même à des performances assez impressionnantes. Je vais passer sur ce slide-là, mais c'était pour dire qu'il y a une grande attente, évidemment, du monde militaire envers les gens qui sont en capacité de fournir des solutions, dont les grands groupes industriels. Et ce document illustre bien toutes les attentes qui sont les nôtres, ou plutôt qui sont les vôtres. Si on essaye de comprendre pourquoi Thales dit que l'IA dont on peut bénéficier venant du monde civil, le monde des GAFA,
Elle est extrêmement intéressante pour nous. On l'a dit, je m'occupe de laboratoires de recherche. On passe notre temps à regarder ce que font Google, Amazon, Facebook, et vous ne m'entendrez pas dire du mal des formidables avancées techniques qu'ils sont capables de réaliser. Mais dans le contexte dans lequel on doit opérer nous, c'est-à-dire pour les systèmes critiques et militaires, eh bien, il y a un certain nombre de différences qui font que ces technologies-là ne sont pas directement applicables. J'ai essayé d'expliquer rapidement que dans le monde civil, les données sont considérées comme infinies et gratuites, que les ressources, pareil, on considère qu'on peut stocker autant de données que l'on veut, que la puissance de calcul est infinie, que les communications sont parfaites, que les systèmes interagissent entre eux, eh ben, c'est entre guillemets un nice to have, mais ce n'est pas indispensable. Et puis finalement, on est dans un environnement qui est relativement stable ou qui varie lentement. Et ça fait que les exigences du monde civil sont vers des services de bonne qualité et puis un sentiment de relative sécurité. Dans le monde militaire, et sur le champ de bataille notamment, les données, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, elles sont difficiles à recueillir, elles sont hétérogènes, elles sont distribuées, elles ne sont pas au même endroit, il faut les véhiculer d'un endroit à l'autre quand c'est nécessaire, elles sont parfois confidentielles et souveraines. Les ressources, évidemment, elles ne sont pas ni infinies, ni disponibles en permanence. Et puis, les communications, bien placées pour le savoir à Thales en traitant le programme Contact, c'est compliqué et des liens de communication subissent en permanence des modifications liées à l'environnement. On parlait de la météo, mais il y en a plein d'autres. Et puis, au fait même que le champ de bataille, il est effroyablement dynamique, voire chaotique. Et pourtant, les exigences qui sont les vôtres, les exigences du monde militaire, vont vers une demande de fiabilité et de robustesse des solutions qu'on vous propose. Le fait qu'elles soient à minima explicables et idéalement certifiables, qu'elles soient embarquables dans les différents équipements. On a discuté tout à l'heure du cloud à l'extrême edge. Eh bien, une IA moderne, elle doit être répartie sur ces différents niveaux. Et elle doit être cyberprotégée en permanence. Et donc on se demande dans ces conditions-là comment on va rendre possible ce qui est entre guillemets le Graal de systèmes qui sont interconnectés, multimilieux, qui sont capables d'échanger des données pertinentes au bon moment et de donner l'information adéquate malgré les conditions difficiles dans lesquelles les systèmes opèrent. Donc ça résume pourquoi l'IA développée pour les besoins courants ne remplit pas ces exigences-là et pourquoi il faut les adapter dans le monde qui est le vôtre. Et ça appelle au développement d'une IA de confiance qui soit adaptée aux systèmes complexes et critiques. Du coup, ça influence beaucoup les développements et la stratégie des grands groupes industriels qui ont affaire à la défense. Et une des façons de répondre à toutes ces problématiques-là, c'est d'offrir des solutions bout en bout et des solutions qui s'affranchissent à minima de ces contraintes. Concrètement, ça va se traduire par le développement de plateformes digitales permettant le stockage, le nettoyage, l'alimentation, l'annotation des données. Et si on prend que le monde de Thales, on en discutait encore au déjeuner, entre ce qui se développe sur Artemis, ce qui s'est développé dans la MDS, donc Military Digital Stack, ou ce qui se développe aujourd'hui dans la Combat Digital Platform à Thales, ce sont des propositions de solutions aux problèmes qui ont été mentionnés ce matin. De la même façon, sur les réseaux et les communications, ça nous enjoint de travailler sur les technologies les plus modernes en termes de communication. Ça a été plusieurs fois évoqué ce matin, les besoins de recourir à la 5G, mais ça va être une 5G qui va être dédiée aux problématiques militaires et au contexte militaire. Il faut aussi comprendre que ces choses-là doivent être en capacité de s'adapter à la dynamicité que j'évoquais précédemment. Et que donc les services offerts, typiquement, quand on sait qu'on va avoir des ressources limitées, eh bien, il faut pouvoir imaginer que, par exemple, une caméra ne va pas tout le temps fournir le même service. Dans le monde civil, une caméra, elle fournit des flux vidéo.
Ben, dans le monde militaire, parfois une caméra elle devra fournir des flux vidéo quand c'est possible et que la connexion le permet, mais parfois elle devra fournir uniquement des images et parfois éventuellement ce qu'on appelle des tweets vidéo pour dire ce que je vois en face de moi, c'est ça. Parce que cette information-là, elle est pertinente pour toi et que malheureusement le canal pour t'envoyer la vidéo ne le permet pas de le faire en ce moment. Donc non seulement quand on développe des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple sur l'analyse vidéo, dans ce contexte-là, dans le contexte militaire et avec les problèmes que j'évoquais, eh bien, il faut être à plusieurs niveaux. Et imaginez que les algorithmes ne font pas tout le temps la même chose et fournissent un service qui est globalement le même, mais avec les moyens à disposition. En ce qui concerne les technologies d'intelligence artificielle qui sont développées dans les labos de Thales, eh bien, elles prennent en considération, bien évidemment, tout ce que j'ai évoqué là. Concrètement, je vous avais parlé du fait qu'on travaille sur les IA hybrides. On travaille aussi sur les IA frugales, c'est-à-dire des IA qui soit peuvent se contenter de peu de données quand malheureusement elles ne sont pas disponibles au moment où on en a besoin, et donc il faut que les IA s'y adaptent, mais elles peuvent être aussi frugales en temps de calcul quand les ressources disponibles ne sont pas infinies, voire frugales en énergie. Quand on parle du soldat connecté, il aura une batterie sur lui, et on n'imagine pas qu'il va avoir 100 kg de batterie pour pouvoir faire tous les traitements que l'on veut. Donc la frugalité, il faut la considérer dans différentes dimensions. Enfin, ces IA devront être distribuées, c'est-à-dire qu'un service rendu par une IA sera peut-être réalisé à différents endroits de l'infrastructure. Concrètement, entre le cloud de défense, passant par le cloud de théâtre et jusqu'à l'extrême edge, une partie des traitements sera faite à l'endroit où c'est le plus pertinent, au moment où c'est possible. Enfin, on a discuté aussi des problématiques de travail en coalition et du fait que les données peuvent être souveraines. C'est pour ça qu'à Thales, on travaille beaucoup sur le federated learning et sur la façon de sécuriser les données et de garantir que même si plusieurs partenaires veulent collaborer sur la réalisation de modèles, eh bien, ils pourront garder leurs données confidentielles. Ça nécessite également une ingénierie spécifique. On n'a pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais c'est très important. Aujourd'hui, quand on voit la dynamicité du monde, on se rend compte que si un industriel fournit aux militaires un applicatif qui rend un service particulier, comme le monde bouge très très vite, la question, ça va être l'obsolescence de cette capacité, quand bien même elle serait extrêmement performante. Et les développements en intelligence artificielle offrent des performances inouïes. Mais il faut se poser la question de son devenir dans le temps. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, chez Tesla, ils développent des voitures absolument extraordinaires, et puis on se rend compte que le monde change. Aujourd'hui, tous les piétons ont des masques, et beaucoup de gens se disent « Ah, est-ce que la reconnaissance faciale ou la reconnaissance de silhouette ne va pas être impactée par ce fait-là ?» Donc, comme le monde change, il va falloir adapter l'algorithme. Et on va devoir se poser les mêmes questions dans l'ingénierie des systèmes pour les militaires. Ici, c'est simplement un slide pour expliquer que le monde des systèmes critiques, ça n'est pas que le monde militaire, et qu'on a également évoqué ça lors du déjeuner. Il y a des systèmes critiques à d'autres endroits, et aujourd'hui, il y a quand même des industriels français qui se réunissent, qui se rassemblent pour fédérer les énergies et pour ne pas développer 40 fois la même chose à des endroits différents. Concrètement, il y a des groupes d'acteurs majeurs qui se sont réunis dans ce qu'on appelait le Manifeste IA. Donc, à l'origine de ça, c'est Marco Herman, anciennement CTO de Thales, qui a lancé cette idée-là et qui a amené à fédérer, comme vous pouvez voir là, un grand nombre d'acteurs dans les systèmes critiques. Alors, il y a des acteurs militaires, on voit Airbus, Dassault, Naval Group et autres, mais aussi des acteurs du monde de l'énergie, du monde du transport, etc. On peut passer au slide d'après. Dans les actions qui sont réalisées par ce groupement, on peut en noter trois. C'est l'attractivité et la formation. On l'évoquait ce matin, travailler sur des données, quand on sait qu'on est au cœur d'un système, eh ben c'est intéressant. Et de ce point de vue-là, recruter dans les labos de recherche de Thales, c'est relativement facile parce qu'on met les gens devant des situations qui sont originales et qui sont concrètes. Il y a des problématiques liées à la normalisation, à la standardisation, des problématiques liées à l'IA embarquée que j'ai déjà évoquées. Et c'est pour ça que nous participons aux 3 IA et que nous apportons des réponses à la partie du grand défi sur l'IA de confiance,
qui est une des problématiques qui a été plusieurs fois évoquée ce matin et qui, je n'en doute pas, sera encore évoquée tout à l'heure. Il y a aussi des initiatives sur des labos communs de ces grands acteurs. En l'occurrence, il y a maintenant 1 an, on a monté un labo commun avec EDF et Total sur le plateau de Saclay. Et les problématiques qui sont traitées dans ce labo sont l'IA explicable, l'IA par renforcement, qui pour nous prend de plus en plus d'importance, et puis le lien entre IA et simulation, qui a été un peu évoqué par le général Chary ce matin, quand il a évoqué CPO et puis ce qui a été développé à l'époque. Aujourd'hui, la simulation est un outil incontournable de l'intelligence artificielle. On peut difficilement les dissocier. Quand on fait de l'apprentissage par renforcement, on a besoin de pouvoir travailler sur un monde virtuel, ce qu'on appelle les digital twins, et ces mondes-là sont très liés à la simulation. Par ailleurs, quand pour certains systèmes on manque de données, eh ben, on peut imaginer, et c'est ce qu'on fait tous les jours, les générer par des outils de simulation. Voilà, j'ai essayé de brosser une image relativement générale comme cela m'a été demandé, et je vous remercie pour votre attention.